Alors, Alphonse Maboussou, vous parliez également du raffinage gratuit à départ de la nébuleuse Coraf. Comment ça se passe? Oui, mais ils ont 20 millions de barils. Dans une partie des 20 millions de barils, ils envoient de Géno, ils tirent, ils envoient une partie de la production au terminal, à la raffinerie, qui raffine pour eux gratuitement, puisque les installations sont de la raffinerie. Et normalement, une fois qu'ils ont raffiné, à l'exportation, ils doivent payer une taxe, voilà, comment on appelle, de 3% aux douanes, équivalent à plus ou moins 138 milliards de francs CFA pour ce qu'ils avaient pu engranger de 2018, de 2012 à 2018. Ces gens-là ne payent ni taxes, ni rien du tout à l'État. Mais l'argent même des douanes est sorti, mais c'est jamais arrivé au bureau des douanes. Tu vois. Ils se sont partagés. Donc, le pays est géré comme une épicerie. L'argent sort de partout, tombe de partout. Mais c'est pas tout le monde qui se retrouve dans ce cercle de mafieux. Ouais. Mais comment C'est comprendre ceux qui qu'ils sont font... autour de ce monsieur qui donne des ordres à un tel, autre et autre. Donc, Mais ils se comment sucrent. comprendre, Alphonse Maboussou, comment comprendre qu'ils font un raffinage, en fait, ils raffinent gratuitement leurs produits, et dans le même temps, au Congo-Brazzaville, on nous parle des pénuries récurrentes, du carburant. Comment expliquer ça? Mais Finalement, vous savez, Ils vendent pas ça au Congo, c'est ça? ils vendent pas ça au Congo. La production raffinée pour le compte de la nébuleuse, c'est-à-dire les AOGC et les autres, ça va au Togo, chez M. Eyadema, qui vient souvent à Oyo faire le point avec son mafia en chef de qu'est-ce qu'on a vendu, puisque Oyo semble être ce gateway, donc ce paradis où chacun rentre, on sait qui entre, qui sort, Non, avec mais argent, avec quoi, avec jet privé, personne ne sait. Donc, ce pétrole va au Togo et du Togo, ça prend des tentacules et une partie revient même au Gabon. donc vous Et êtes en train de dire, ce vous, pétrole au Gabon, aujourd'hui, est vendu à moitié prix par rapport au prix du Congo. donc vous êtes en train de dire, Alphonse Maboussou, que ce pétrole qui est raffiné gratuitement à la raffinerie de Pointe-Noire, donc au Congo-Brazzaville, est exporté au Togo et c'est le Togo qui vend ce pétrole pour venir rendre compte à Oyo, chez Sassou Nguesso. Bien, voilà. Bonjour Alphonse Maboussou. Bonjour, Monsieur Perrin. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes consultant en expertise pétrolière et minière, membre du Congrès pour la Renaissance du Congo. Avec vous, nous allons tenter de comprendre ce que représente l'exploitation pétrolière, minière et gazière en République du Congo. Pourquoi les revenus générés par ces ressources ne profitent jamais aux Congolais? Qui sont derrière ces multinationales? Qui sont les vrais propriétaires des sociétés supposées gérer la part de ces ressources pour l'État congolais? Voilà ce sur quoi vous allez tenter de nous éclairer aujourd'hui, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi R7. Je vais donc vous inviter à nous aider à parfaire notre référencement en cliquant sur le petit pouce levé juste en bas de cette vidéo. Vérifiez très bien. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vais donc vous inviter de le faire pour être prévenu de toutes nos prochaines productions. Moi, c'est Christian Perrin si vous nous avez rejoint pour la première fois sur R7. Alphonse Maboussou, je viens de vérifier le cours du baril de pétrole sur le marché international. Nous sommes le 26 juin 2024. Il est à 85 dollars US, 85 dollars américains. Ma question, combien d'argent en termes de CFA gagne le Congo-Brazzaville pour son pétrole? Si ce n'est par jour ou par mois, mais au moins par année. Combien gagne le Congo pour son pétrole? Oui, bonjour Monsieur Perrin, bonjour chers amis téléspectateurs, fidèles de R7.
Et en tout cas, félicitations pour tout ce que vous produisez, parce que Merci. la qualité y est. Voilà. Merci Pour beaucoup. revenir à votre question, je dirais que bon, la production pétrolière du Congo, elle fluctue, hein, elle fluctue non seulement en fonction du prix du baril, mais aussi en fonction euh, des aléas des puits qui sont en production, parce qu'il y a des puits qui nécessitent d'être entretenus, il y en a d'autres qui produisent bien, il y a des nouveaux gisements qui sont découverts, qui viennent se greffer à la production actuelle, ben, il y a des puits qui ne produisent plus, qu'il va falloir fermer un temps soit peu. Donc, qui Fluctuer. fluctue plus ou Oui. moins la production selon que, bon, parfois ça monte, parfois ça baisse. Je Oui, mais si dirais on peut tantôt que, prendre la moyenne entre voilà, bon, descendre et monter, la moyenne. la moyenne de la production de la part qui revient au Congo aujourd'hui, qui est enregistrée dans le budget du Congo, aussi entre 755 milliards et 1080, 1100, 1200 milliards de francs CFA année. Voilà. Là, c'est ce qui revient au Congo-Brazzaville, Oui, ce qui revient dans les caisses de l'État. dans les caisses de Alors l'État. que dans les caisses de l'État, alors que le Congo aurait pu engranger peut-être 3 fois plus. Tout le reste va chez l'Enguesso. Et donc, 3 fois plus, on est là dans Voilà. l'ordre de 2000 milliards, Oui, autour de même plus, hein, même plus. Tout même le reste plus. va dans les caisses d'Enguesso. Hein, je vais vous expliquer. Et donc, les 755 milliards par année, c'est ce qui est censé atterrir au trésor public du Congo-Brazzaville. Tout à fait, tout à fait. C'est ce qui est dans le budget de l'État. Ça fluctue hein, entre 755 et 1080, 1100, 1200, autour de cela. Mais Je vais comprenez qu'il y a plusieurs effets néfastes hein, à l'économie congolaise qui ont fait que, à l'occasion du contenu local, ce qu'ils ont appelé congolisation de l'activité pétrolière, on a créé des sociétés bidons qui viennent ponctionner dans la part de l'État, ce qui aurait pu revenir à l'État, qui viennent récupérer en fait dans la part de l'État euh, des quantités substantielles de barils de pétrole et d'argent d'ailleurs qui auraient pu revenir à lui. Des évidemment tout sociétés à qui l'heure, n'existent vraiment, qui n'existent que de nom. voilà, vous allez nous expliquer ce mécanisme, comment ça se passe tout à l'heure. Mais je voulais juste rappeler à nos téléspectateurs que le Congo-Brazzaville est un petit pays qui compte à peine à 6 millions d'habitants, 6 millions d'âmes. Et lorsque je regarde ce montant, même quand il y a fluctuation, vous avez dit tout à l'heure, en moyenne, le Congo peut gagner 755 milliards par année. Je crois que c'est largement suffisant pour gérer un petit pays comme le Congo-Brazzaville. Oui, mais bon, il y a aussi des problèmes de gouvernance. Si le Congo était réellement bien géré avec les autres ressources, il n'y aurait naturellement pas de problème. Mais vous savez que l'amateurisme, la gabegie sont devenus des règles de gestion au Congo. Ce qui fait que, bon, l'argent se retrouve dans la rue, dans les poches des gens, dans les bas de laine, partout. Alors que, avec une orthodoxie financière, l'État aurait pu permettre de faire face à ses obligations sans embâche. Et lorsque, je ne sais pas si vous l'avez suivi, le Premier ministre Anatole Koliné Makosso et aussi Denis Sassou Nguesso venaient de le réitérer devant les étudiants en Russie, que le Congo n'a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent au Congo. Il n'y a pas d'argent pour assurer l'eau potable, l'électricité, la stabilité de l'électricité, payer les retraités, payer les salariés. Il n'y a plus d'eau, il y a plus d'argent. Voilà, il n'y a plus d'argent. Comment vous comprenez ça? Le Congo, c'est comme une entreprise. On ne peut pas tout d'un coup comme ça dire qu'il n'y a plus d'argent. Où est passé l'argent? Il y a 133 000 milliards qui sont planqués dans les paradis fiscaux. Que ces gens-là ont, en la faveur des municipalisations accélérées, de tout ce qu'on a pu faire comme augmentation des effectifs des fonctionnaires, avec des fonctionnaires fictifs, avec des analphabètes dans l'administration, les douanes et les administrations financières qui ont vu leurs effectifs augmenter pour un rien, alors que c'est du personnel fictif. Donc, tout, 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 tout cet argent que l'État paye systématiquement chaque année à, à ceux qui gouvernent le Congo, fait que ça laisse un trou béant. Ce qui fait que 133 000 milliards sont planqués dans des paradis fiscaux. Vous avez aujourd'hui la fonction publique qui navigue, dont les effectifs naviguent autour de 73 000 fonctionnaires.
mais dont le budget est de 379 milliards. 379 milliards par an. C'est beaucoup d'argent. Combien de fonctionnaires y a-t-il réellement au Congo? Mais dans ces 73 000 fonctionnaires, la moitié, c'est des fonctionnaires fictifs, dont les revenus reviennent aux dignitaires. Et l'autre moitié, dans l'autre moitié, on peut diviser encore par deux. La moitié de l'autre moitié, c'est des malafoutiers, c'est des analphabètes, c'est des gens qu'on a fait venir du village pour gagner Ça veut leur dire retraite. qu'ils ne sont des gens qu'on a fait venir, mais qui ne sont pas productifs, c'est ça. Qui ne font du tout, du tout. Il faut professionnaliser l'administration. Vous verrez que l'État fera des économies. Et les mêmes qui gouvernent le Congo aujourd'hui, ce sont les mêmes qui ont des entreprises qui siphonnent l'argent de l'État à travers des marchés fictifs. Et pendant que vous parlez, Des marchés comment on appelle, dans des cahiers des charges ont été augmentés, multipliés par N pour siphonner l'État, en fait. Le Congo, c'est comme un éléphant dont chacun vient avec son couteau, prend sa part et s'en va. Voilà. Sassou Nguesso lui-même appelle ça le gibier. Pour lui, le Congo, c'est un gibier qu'il a attrapé, qu'il veut protéger, que personne ne prenne ça. Alors, lorsque vous parlez des fonctionnaires fictifs, ça me rappelle un peu l'enquête qu'avait menée Sylvain Villard, je crois, le Canadien, au CHU, où il avait identifié non seulement les 270 ou 250 agents qui avaient des faux diplômes, mais il y avait également 150 agents fictifs, c'est-à-dire des gens qu'on payait, mais qui n'existent pas. Et donc, lorsque vous rappelez ça, évidemment, on se rend compte que finalement, ces pratiques sont à tous les niveaux de l'administration congolaise. Alors, Alphonse Maboussou. Monsieur Perrin, avant de continuer, vous Oui. avez parlé des effectifs au niveau du CHU. Je peux ouvrir une brèche au niveau de la gestion du médicament, où il y a aussi un scandale énormissime. Et à tous les niveaux du Congo, comme ça, il y a des goulots d'étranglement. Alors, je vous laisse continuer. Voilà. Alors, finalement, c'est un système qu'on a établi comme ça au Congo-Brazzaville pour je ne sais pas quel objectif finalement. Ben, la politique de la terre brûlée, hein. Voilà, vous voulez me déranger, ben, vous n'aurez pas les moyens pour m'atteindre. Voilà tout. Vous trouverez un Congo exsangue. Mais le Congo peut Alors, se redresser. dans la logique, si on croyait à ce que Anatole Coliné Makosso a déclaré dernièrement, qu'ils sont en train de payer, de rembourser la dette, ce qui fait qu'il n'y ait plus d'argent pour payer les salaires, les pensions, les bourses, pour améliorer les services publics, tout ça, il n'y a plus d'argent pour ça. Et d'ailleurs, la santé, vous savez ce qu'elle est devenue au Congo. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Tout ça, c'est un bluff. Parce que s'il faille parler de la dette, les grands points de la dette, c'est quoi? C'est d'abord la Chine ou des éléphants blancs. Apparemment, les Chinois ont fait des travaux, mais qui peut nous montrer les travaux que les Chinois ont réalisés pour que le Congo puisse se retrouver avec plein d'argent qu'il rembourse à la Chine? Il faut comprendre une chose. Déjà, la dette chinoise a été rachetée par l'État chinois. Okay? La dette chinoise, c'est-à-dire les sociétés chinoises qui ont travaillé au Congo, leur dette, le Congo ayant des difficultés à pouvoir rembourser donc ces sociétés-là, ont trouvé un accord avec la Chine en tant que pays parce que les dignitaires du Congo ont de l'argent planqué à Exim Bank en Chine. Voilà pourquoi elle a préféré racheter donc ces prêts chinois pour faire face au gouvernement congolais. Pardon, en français, pardon. À condition de récupérer cet argent sous forme de baril à la source. En français facile, ça veut dire quoi? Parce qu'il faut que nos téléspectateurs comprennent. La Chine a racheté les dettes des entreprises chinoises installées au Congo, qui ont travaillé au Congo. Ça veut dire quoi? Ces sociétés-là ont construit des infrastructures. Ils ont fait, comme on appelle la route Pointe-Noire-Brazzaville, ils ont réalisé des hôpitaux qu'on ne voit pas, ils ont réalisé des routes imaginaires de 187 km, je crois, quelque chose comme ça, dont parlait le doyen Clément Mirassa. Ils ont fait plein de choses que personne ne voit et qui se sont retrouvés sous forme de dette. Monsieur Bouya, Monsieur Nguesso, Sassou Deni et les autres se sont sucrés sur l'autel des municipalisations accélérées. Et puis voilà, en gonflant les factures, et l'État se retrouve en difficulté. Ça, c'est un des pans. Si vous prenez la dette intérieure, c'est les mêmes qui ont créé des entreprises, qui ont réalisé des travaux avec l'État, mais qui ont vu
leurs factures être voilà, payées avec beaucoup de difficultés aujourd'hui. Mais il faut s'asseoir pour analyser cette dette intérieure. Chaque mois qui passe, quand l'État ne rembourse pas cette dette intérieure, il y a des difficultés. Ça ne fait qu'augmenter, en fait, cette dette intérieure du Congo, qui concerne non seulement les entreprises qui ont réalisé les travaux pour l'État, mais aussi les arriérés de salaire et les arriérages des fonctionnaires, des retraités, comment on appelle, des étudiants, des bourses d'études des étudiants, et tout le reste. Mais c'est beaucoup d'argent. Maintenant, à cela, vous ajoutez les traders, OK? Les traders qui ont avancé de l'argent au pouvoir en place, qui est là depuis la fin de la guerre, mais qui a eu le temps de réaliser un Congo nouveau. Nous attendons l'émergence en 2025. C'est dans quelques mois. On va voir Oui, mais à quoi ça va l'émergence ressembler. d'ici à 2025, Oui. on nous annonce plutôt qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, on ne peut plus payer, même les salaires, on ne peut plus payer. Alors, est-ce qu'il faut encore attendre l'émergence? Bref. Alors, Alphonse Maboussou, on va comprendre évidemment avec vous où va l'argent du Congo-Brazzaville. Parce qu'apparemment, vous maîtrisez très bien ce dossier. Est-ce qu'on peut en parler? Quelles sont les entreprises? Qu'est-ce qu'ils font avec? Et lesquelles sont à la tête de ces entreprises pour que le Congo comprenne lesquelles ont pris les ressources naturelles, par exemple, du Congo en otage. Je vais me focaliser dans un peu, enfin, pour le moment, je vais me focaliser sur les hydrocarbures. Les hydrocarbures, oui. Voilà. La production totale du Congo, OK, avoisine les 120 millions de barils par an. 120 millions de barils par an, ça équivaut à plus ou moins 6 655 milliards de francs CFA. 6 655 milliards de francs CFA, bon, 120 millions de barils an, ça aussi, ça pose un problème parce que il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Si la valorisation des bassins sédimentaires avait été faite par des experts congolais qu'on aurait pu former depuis Mathusalem, on aurait pu comprendre que le Congo ne produit réellement pas 120 millions de barils, produit 2 fois, 3 fois plus. Mais comme nous n'avons pas d'éléments matériels pouvant aller à l'encontre de telles assertions, on est obligé d'accepter les bras croisés. Aujourd'hui, il est question d'aller signer avec Bakou parce que nous avons une extra woman qui va signer des contrats à gauche et à droite de formation des cadres congolais à Bakou. Mais depuis plus de 27 ans que M. Sassou a gagné la guerre, où il a eu plein de productions venant du pétrole et du gaz. Qu'est-ce qu'il a fait de tout cet argent? Il aurait pu créer une école de formation des techniciens, d'ailleurs, oui, des manœuvres qualifiées, des techniciens supérieurs, des ingénieurs, des managers et aussi des managers de décision. Donc, il y a plusieurs paliers et plusieurs populations de personnes comme ça qu'il faille former. On ne va pas envoyer tout ce monde-là à Bakou. Et depuis toujours, le Congo a envoyé des gens à Bakou ou à l'Institut français de pétrole. Qu'est-ce qu'ils en ont fait, ces gens-là? C'est des gens qui sont formés au rabais parce que le recrutement Mais même, est-ce que, de ces cadres pose problème. pardon, Alphonse, est-ce que ce n'est pas fait Oui. exprès, question d'éloigner les Congolais de la sphère du pétrole, c'est-à-dire question de faire de sorte que les Congolais n'aient pas leur nez sur comment s'exploite le pétrole, parce qu'ils risqueraient de faire fuiter les informations. Voilà pourquoi on ne les forme pas pour une expertise donnée à gérer le pétrole congolais, non? Dans le cadre des formations, ben oui, pourquoi pas? Oui, je pense bien que c'est de ça qu'il s'agit, parce que si on avait formé effectivement les Congolais des différents départements du pays, ben, on aurait pu avoir des cadres tous azimuts permettant effectivement de faire face à ces experts étrangers qui viennent voilà, exploiter nos ressources. Mais comme, bon, c'est le domaine réservé de ceux qui sont aux affaires et qui gèrent le Congo comme une épicerie familiale, et voilà, nous constatons le désordre qu'il y a. Maintenant, vous prenez l'exemple du contenu local. Ils ont ouvert une brèche, contenu local, très bien. Mais quelles sont les sociétés qui ont été créées? Ce sont les leurs. Enfin, il a créé ces sociétés à lui, mais qu'il fait gérer par ses proches. Les gens qui sont autour de lui, on va peut-être en parler tout à l'heure. Or, si on avait eu des cadres, on aurait pu
valoriser nos bassins sédimentaires, évaluer les réserves qu'on aurait pu trouver, et puis les distribuer les blocs, voilà, sous forme d'appel d'offres, et donc les champs marginaux qui proviendraient des champs vieillissants, ben, seraient gérés par une expertise locale, digne de ce nom, formée et tout, avec les moyens nous permettant de pouvoir le faire, au lieu de se faire tracter par Perenco qui vient encore ponctionner dans les parts de l'État. Vous voyez, vous avez aujourd'hui le terminal de Ngeno qui est arrivé, qui est tombé dans le domaine public. Pour qui peut mieux comprendre les productions qui proviennent des gisements, sinon que celui qui gère le terminal de Ngeno, parce que toutes les productions y arrivent. Mais on prend comme la latitude de donner la gestion de ce terminal à Eni, à Total et à Perenco, comme pour flouer encore les Congolais. Ouais, donc nous-mêmes, pardon, Alphonse Baboussou. ce monsieur qui gère le Congo, il le fait sciemment parce qu'il sait qu'il a ses amis autour de lui et il dilapide les ressources du Congo comme tel. Est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, le Congo sait au moins exactement combien de barils sont produits? Ngangwe, zéro. Je vous dis zéro. Ils s'en tiennent à ce qu'on leur présente. Alors que ils ont eu suffisamment de ressources leur permettant effectivement de gérer cette ressource comme de bons professionnels. Comme ça se passe en Angola d'ailleurs. Mais oui, je vous dis que je l'ai toujours dit dans mes précédentes émissions, la SNPC a un directoire d'une vingtaine de cadres, entre guillemets, parce que pour moi, ce n'est pas des cadres, qui émargent dans le budget de la SNPC à hauteur de plus d'1 milliard de francs CFA par mois de salaire. Alors que la Société nationale des pétroles culmine à 1900 milliards de dettes. Voici tout cet argent pour pouvoir payer ces gens-là. Alors que cet argent aurait pu être orienté dans la formation des cadres. Alors vous êtes donc en train de nous expliquer que finalement, la SNPC, c'est en fait le domaine du pétrole, c'est la haute mafia au Congo, simplement. Il faut refaire tout le circuit pétrolier avec des entités nouvelles. Je ne peux pas faire étalage des stratégies du CRC ici, mais permettant effectivement aux Congolais de prendre en charge cette ressource qui représente plus ou moins 85% du budget de l'État. Donc on ne peut pas badiner avec. Alors, pour ce que le Congo gagne tout de même, après toutes ces fuites, toute cette mafia, de tout ce que le Congo gagne, où va cet argent finalement? Je disais tantôt que 120 millions de barils produits, voilà, dans l'année, si on enlève 1% de la provision pour investissement diversifié, c'est-à-dire qui vont dans les projets qui n'ont rien à voir avec le budget de l'État, mais cet argent, c'est la bagatelle de 66 milliards de francs CFA qui vont dans les caisses de Congo Assistance, de l'Isungi et de SNPC Fondation. Vous avez appris dernièrement que oui, la SNPC a construit une école à Oyo ou je ne sais pas quoi. La SNPC n'arrive pas à s'auto-gérer déjà parce que incapable de se prendre en charge. Ils ne produisent quasiment rien. Et maintenant, l'État leur a donné la latitude de pouvoir le représenter dans la gestion du pétrole du Congo. Et les voilà qui caracolent pour dire que oui, c'est eux qui construisent ceci, cela, alors que ce n'est pas leur dévolu. Ouais. Ils n'ont pas d'argent. Ils croulent sous le poids de la dette. Ouais. Donc, les Lisungi et les Congo Assistants, ce n'est pas eux qui devaient gérer cet argent. Cet argent devait intégrer le budget de l'État aussi et être utilisé sciemment. Voilà. C'est-à-dire la provision pour investissement diversifié. C'est de l'argent qui devait revenir de facto à l'État congolais, c'est ça? Qui revient à l'État, pas qui devait. De l'argent qui revient, c'est l'argent de l'État. Mais comme ils ont trouvé la latitude de mettre ça hors budget dans le cas des contrats de partage de production, ils ont fait usage comme ils peuvent. Congo Assistance, c'est pour madame, l'Isungi, c'est pour les enfants, et puis SNPC Fondation, c'est cette nébuleuse. Ouais. Ensuite, vous avez les parts qui reviennent aux sociétés nébuleuses tractées par Perenco et Congorep. Là-dedans, vous avez, dans le cadre de la congolisation, African Oil Gas and Company,
AOGC, vous avez Petro-Congo, vous avez Continent, vous avez Petroleum, vous avez Iforet, vous avez plein de petites sociétés comme ça qui ponctionnent 20 millions de barils chaque année. 20 millions de barils, c'est l'équivalent de 1000 milliards, 100 millions de francs CFA que l'État perd. Par année. Par année, oui. 1000 milliards que l'État perd. Vous voyez? Donc, à cela, vous ajoutez donc, tout à l'heure j'en ai parlé, les prêts chinois qui sont autour de 349 à 350 milliards chaque année, qui sont ponctionnés dans le compte, sous forme de barils de pétrole. Vous avez les traders, notamment Trafigura, Glencore et Orion Oil, qui tournent autour de 50 milliards. Et vous avez aussi Eni, avec sa centrale à gaz, qui avait eu un marché de gré à gré de 832 milliards de francs CFA, qui culmine autour de 44,5 milliards aussi. Donc, si vous prenez rien que ces trois-là, ça vous fait 340, 350, 400, 450 milliards à tout casser, qui auraient pu intégrer le budget de l'État pour qu'on sache exactement quelle est l'ardoise affectée au budget de l'État. Mais les gens là, ils prennent à la source. Non, mais pendant que vous êtes en train d'expliquer, excusez-moi, Alphonse Maboussou, là, moi, le discours d'Anatole Collinet-Makosso me revient en tête et là, je suis en train de comprendre. Alors, est-ce que c'est lui qui est déconnecté de la vraie réalité, ou il ne sait pas ce que c'est que le Congo, ou alors il vient mentir aux Congolais? Tout le monde doit faire allégeance au chef de la mafia. Personne ne peut aller à l'encontre de ce que pense ou de la respiration de M. Denis Sassou Nguesso. Il est de la haute mafia. Il est le mafioso en chef. Vous voyez? Donc, tous les autres s'alignent derrière lui. Il fait même des actions qu'il colle sur les dos de ses collaborateurs. Vous êtes obligé d'accepter. Si vous refusez, l'épée de Damoclès est sur votre tête. Et ça veut dire qu'ils ont opté de narguer les Congolais, voilà, comme qui dirait. Vous avez vu à l'époque Andeli et Bouya et Christelle Sassou Nguesso qui étaient ensemble. Il y a un qui avait dit que oui, tout ce que le Congo a réalisé, il l'a fait sur fonds propres, alors que l'autre disait que voici, ça a été fait sur la base des prêts et des prêts chinois à hauteur de. Oui, ouais. Rigobert Andeli. Vous voulez quelques statistiques? Oui. La dette du Congo vis-à-vis de la Chine est de 1100 milliards, je dis bien 1100 milliards, en ce qui concerne la partie publique et bancaire, et 225 milliards en ce qui concerne la partie privée et commerciale. Donc au total, en gros, 1300 milliards de francs CFA que nous devons à notre partenaire et pays ami, la République populaire de Chine, pour l'ensemble des travaux que vous voyez dans tout Brazzaville. La corniche, les tours jumelles, la nationale 1, et j'en passe, et le ministre Bouya à ma gauche est plus capable d'ailleurs, plus apte à vous citer l'ensemble de la contrepartie de cette dette. Donc, ça sous-entend que même le FMI, aujourd'hui le Congo se tourne vers l'Azerbaïdjan pour aller chercher 5,2 milliards de dollars de prêts, pour que la dette du Congo soit rachetée par l'Azerbaïdjan. Vous voyez, donc, c'est que des montages assez complexes. C'est un peu le principe, c'est un peu le principe des fonds vautours, c'est ça? Mais bien sûr que oui. J'aimerais comprendre pourquoi ces gens-là n'arrivent réellement pas à gérer le Congo alors qu'ils ont planqué 133 000 milliards. Il suffit qu'ils ramènent l'argent qu'ils ont planqué et puis voilà, on redémarre. Et on construit, on crée un nouveau Congo. 2025 pour l'émergence, c'est peut-être un peu trop tard, ils peuvent demander pardon, mais qu'ils rallongent ça peut-être de je ne sais pas combien. Ils ont 300 et quelques de projets qu'ils ont dans le plan national de développement. Aucun n'a été exécuté. Non, ils ne peuvent pas demander pardon, ils doivent passer par le tribunal. Et donc, vous êtes en train de dire tout à l'heure… Avec des gourmettes derrière Bien entendu. Alors, donc, vous étiez déjà sur la part revenant aux sociétés, c'est ça, nébuleuse tractée par Perenco. Et la suite, c'est quoi?
Ben, la suite, ce sont j'en ai parlé aussi, notamment comment on appelle, Les remboursements des prêts chinois. tout ce qui est ponctionné à la source. Tout ce qui est ponctionné à la source, notamment les prêts chinois, aussi les traders et ENI, les trois représentant plus ou moins 450 milliards de francs CFA qui sont ponctionnés comme ça. Ensuite, vous avez les commissions de vente du brut par la SNPC, alors que la SNPC utilise la SNPC ne fait pas du courtage. Ceux qui font le courtage, ce sont les traders et tout le reste. Pourquoi la SNPC vient encore prendre 18 milliards, presque 19 milliards dans le budget de l'État? Ouais. En plus de cela, vous avez leur société qu'ils ont créée, la Socotram, qui prend une taxe maritime. Vous avez les banques qui prennent des frais, notamment leur banque à eux, la BGFI Bank, la Banque Postale, la Banque Sino-Congolaise pour l'Afrique, Afrexim Bank, UBA Bank. Dans toutes ces banques-là, ils ont des actions à hauteur de 11 milliards chaque année. Vous voyez les fuites de capitaux comme ça. Et en ce moment-là, comme la SNPC n'a pas été en mesure de former les cadres permettant de fournir à la raffinerie les 6 millions de barils dont la raffinerie a besoin pour raffiner donc le pétrole brut et produire les produits finis, offrir les produits finis aux Congolais, l'État ponctionne encore dans ses parts 6 millions de barils qui représentent plus ou moins la somme de 330 milliards. Vous voyez combien l'État perd. Et à la fin, l'État se retrouve avec 13 millions de barils, ce qui équivaut à plus ou moins 755 milliards. Maintenant, si vous prenez tout ce que je viens de vous citer, c'est-à-dire les 1000 milliards, les 1100 milliards des sociétés nébuleuses de M. Sassou Nguesso et ses amis, vous prenez les 350 milliards des traders, vous prenez les 11 milliards des frais de banque et de Socotram, vous prenez les 18 milliards des frais de courtage de la SNPC, mais ça vous fait la bagatelle de 2700 quelque chose, presque 3000 milliards au budget de l'État. Les gens de la Banque mondiale, des institutions de Bretton Woods ne sont pas idiots pour comprendre que, bon, c'est vrai que le Congo, c'est une vache à lait. Tant pis pour vos mégestions. Nous, on vient, on se sert, on prend nos commissions comme il se doit. Voilà pourquoi ils signent avec le Congo. Mais sinon, le Congo, s'il fallait réellement signer avec le Congo, ceux que nous avons qui gèrent le Congo réellement aujourd'hui, ce n'est pas des gestionnaires. Oui, mais c'est quand même curieux parce que dans le même sens, moi j'ai suivi Denis Sassou Nguesso qui disait il ne croyait pas au FMI. Le FMI n'a jamais aidé un pays à s'en sortir de la crise. Les mesures d'ajustement structurel telles qu'elles étaient dictées par le Fonds monétaire de la Banque mondiale et qui n'ont pas donné de bons résultats. Je ne connais pas de pays qui ait obtenu de bons résultats à travers d'ajustement structurel. Mais curieusement, il va encore mettre la tête là-bas. Et là, vous dites, évidemment, le FMI, c'est quoi? Ce sont des intérêts. Surtout que dernièrement, Total est venu encore annoncer, je crois, la découverte d'un autre puits de pétrole. Nous allons très bientôt, en fait, les appareils de forage sont arrivés ce mois-ci au Congo. Nous avons 2 appareils de forage, et notamment l'un qui va forer un puits qui est attendu sur le permis Marine 20, le puits Nyamou, qui est un beau prospect. Donc nous espérons pouvoir revenir dans 4 mois, annoncer une jolie découverte au Congo. C'est sûr et certain que le FMI veut mettre aussi son nez là-bas. Et c'est l'argent qui va partir comme ça, comme d'habitude. Les Congolais ne tireront jamais profit de cela. J'ai l'impression que le Congo est victime aussi d'un complot international. Le Congo est victime, le Congolais est plus victime de la forfaiture et de la léthargie du peuple congolais. Parce que y en a qui attendent apparemment 2026 ou je ne sais pas quoi, oui, le prochain. Il faut arrêter le cirque à un moment donné. Il faut que ça s'arrête. Sinon, nos petits-enfants seront sacrifiés. Parce que les nôtres, les enfants sont déjà sacrifiés, et plusieurs générations ont été sacrifiées, mais ce n'est pas l'extérieur qui viendra sauver le Congo. Ce ne sont que les Congolais. Voilà pourquoi je pense que le moment est plus que jamais arrivé, avec les problèmes de terre que nous connaissons aujourd'hui, et tout le désordre que ce pouvoir moribond a généré, comme, je ne sais pas, navigation à vue,
Il est grand temps que ça s'arrête. On ne va pas dire que les Congolais sont idiots. Pourquoi on va chercher des experts au Rwanda et partout, alors que les Nix, Saint-Eudes, je me rappelle encore, j'étais à la banque, à la BIDC à l'époque, il était expert comptable. C'était un monsieur digne d'intelligence. Il a retourné, donc, il a retourné sa veste alors. Tout le monde se retrouve dans une nébuleuse et ils sont à mort, ils ne peuvent plus rien faire. Je lui parle, il me connaît, je le connais. On se connaît. Il connaît mes qualités, mes valeurs. Moi, je connais ses valeurs. Mais depuis qu'il a intégré la mangeoire, on ne les reconnaît plus. Il ne peut plus rien dire. Et le Congo en souffre. Voilà le drame du Congo. Alors, donc, on va continuer le drame du Congo. C'est aussi, vous avez parlé de la clarification sur Wingwa, c'est ça? La société chinoise? Mais bien sûr, Wingwa, c'est une société dite chinoise, mais c'est la société de M. Sassou Nguesso. Donc, toute cette production n'intègre pas ce que je viens de vous signaler. Vous avez Hemla, qui est une société de 2 Norvégiens, qui est une nébuleuse. Voilà. Okay? Il faut intégrer la production de cette société. Vous avez Perenco, la société de M. Perodo, qui traficote avec le pouvoir parce que Total avait refusé de traficoter avec les AOGC et les autres. Mais c'est à hauteur de quelque chose parce qu'ils ont créé une société conjointe qu'ils ont appelée Congorep pour gérer en fait cette nébuleuse. Et vous avez M. Descalzi, qui est le PDG d'ENI, mais qui a récupéré les champs de Zachi et de Luango à travers ses enfants. Sa fille, je crois son fils, qui a épousé le fils ou la fille, je ne me rappelle plus, de Maxime Ganzion. Et qui gère cela. Aujourd'hui, il est même question du gaz que le Congo gaz naturel liquéfié, oui. Voilà, que le Congo exporte vers l'Italie. Mais c'est un circuit fermé entre Yamado, c'est-à-dire la femme de Descalzi, M. Descalzi, Antoinette Sassou Nguesso et M. Sassou Nguesso. Terminé. Basta. Vous prenez dans les mines, mais vous avez Oba-Pierre et ses enfants. C'est pareil. Le bois, c'est pareil. Matondo sert juste de paravent, mais ce sont les affaires de M. Sassou avec les Chinois, avec je ne sais pas qui encore, les Malaisiens et tout le reste. Oui. Évidemment, lorsque vous parlez de Pierre Oba, nous avons ici les éléments, les autorisations d'exploitation de l'or, du diamant accordées à ses enfants. Donc, tous ces enfants exploitent l'or, le diamant au Congo, sa femme également. En fait, c'est devenu une affaire de famille. Vous savez, il y a 100 contrats comme ça, 100 contrats, des petits contrats qu'on donne, des petites concessions aux gens comme ça, voilà, des petites sociétés, mais qui ne rendent compte à personne. Qu'est-ce qu'ils en tirent? Personne ne sait. Il n'y a que Oba-Pierre qui sait. Un pays ne peut pas être géré comme ça. C'est un circuit fermé. Pourquoi on fait souffrir les Congolais? Alors que nous sommes tous de passage et nous voulons avoir une vie digne quand même sur cette terre des hommes. Et laisser quelque chose aussi à la progéniture. Alors, tout à l'heure, vous disiez que Total n'a pas voulu composer avec les sociétés comme AOGC. Pour quelle raison concrètement? Ils sont cotés à la bourse de New York. Donc, dans le cadre des FCPA, Foreign Company, FCPA, Foreign Company Protocol Act, voilà, ils ont refusé. Voilà. Ils ne veulent pas se mouiller. Ils ont refusé. Non, ils n'ont pas voulu se mouiller, surtout que les conditionnalités d'accès de ces sociétés-là sont louches. Orion Oil n'a pas de bureau à Brazzaville. C'est-à-dire Continent a un bureau, route, comment on appelle, route de la base. Y a-t-il un immeuble par rapport à tout l'argent que Continent engage avec Yaya Moussa? Il y a un bureau visible, un siège visible où on voit que Yaya Moussa, Yaya Moussa, c'est l'ancien fonctionnaire du FMI, Yaya Moussa. Ancien fonctionnaire du FMI. Qui a été coopté. Bureau au Delaware. Il a un autre bureau au Delaware. Donc, aux États-Unis, un paradis fiscal. Oui. Donc, ça veut dire que Yaya Moussa, pardon, ça veut dire que Yaya Moussa a été coopté par les Nguesso, c'est ce que ça veut dire, finalement. Mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui, y compris les Strauss-Kahn et tout le reste. Hein, les Jean-Luc Olivier ou Jean-Yves Olivier, tout ce monde-là, qui se sucre sur le pétrole congolais, l'argent du Congo. Et les Congolais, eux, ils tirent le diable par la queue. Et on vous ment, oui, le pays en banqueroute et tout. Mais l'argent du Congo est parti où? Vous avez planqué l'argent et tout le monde sait
que ces gens-là ont planqué l'argent. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils sont en train apparemment de signer quelque chose comme des accords de défense avec la Russie. Monsieur Poutine, c'est un homme digne. Il faut qu'il comprenne et qu'il sache qu'il a affaire à un bandit, à un mafieux. Mais les Congolais, demain, mettront une croix sur tout ce désordre, tous les contrats qu'il va signer avec quiconque. Les Congolais en mettront un trait parce qu'on ne peut pas gérer une république comme il est en train de le faire. Les Rwandais viennent parler des problèmes des terres, on a acheté des terres, mais eux-mêmes, ils ont des dispositions dans leur constitution interdisant aux étrangers d'acheter des terres chez eux. Mais pourquoi ils viennent faire le contraire de ce qu'eux, ils prennent comme disposition chez eux, chez autrui? Alors que normalement, dans ce genre d'accord, il devait avoir une réciprocité, non? Oui, une sorte de réciprocité. Donc, vous voyez, on en a tellement parlé que on ne va pas se limiter aux terres. Il faut maintenant chasser ces gens-là, leur demander des comptes parce que le Congo n'a pas eu la chance d'avoir à engranger autant de ressources que depuis que M. Sassou Nguesso est revenu aux affaires depuis en 1997. Alors, Alphonse Maboussou, vous parliez également du raffinage gratuit à départ de la nébuleuse Coraf. Comment ça se passe? Oui, mais ils ont 20 millions de barils. Dans une partie des 20 millions de barils, ils envoient de Géno, ils tirent, donc ils envoient une partie de la production au terminal, à la raffinerie, qui raffine pour eux gratuitement, puisque les installations sont de la raffinerie. Et normalement, une fois qu'ils ont raffiné, à l'exportation, ils doivent payer une taxe, voilà, comment on appelle, de 3% aux douanes, équivalent à plus ou moins 138 milliards de francs CFA pour ce qu'ils avaient pu engranger de 2012 à 2018. Ces gens-là ne payent ni taxes, ni rien du tout à l'État. Mais l'argent même des douanes est sorti. Est sorti, mais c'est jamais arrivé au bureau des douanes. Tu vois? Ils se sont partagés. Donc, le pays est géré comme une épicerie. L'argent sort de partout, tombe de partout. Mais c'est pas tout le monde qui se retrouve dans ce cercle de mafieux. Ouais. Mais comment comprendre c'est ceux qui sont font... autour de ce monsieur qui donne des ordres à un tel, autre et autre. Donc, Mais comment comprendre, Alphonse Maboussou, comment comprendre qu'ils font un raffinage, en fait, ils raffinent gratuitement leurs produits, et dans le même temps, au Congo-Brazzaville, on nous parle des pénuries récurrentes, du carburant. Comment expliquer ça? Finalement, ils vendent pas ça au Congo. Ils vendent pas ça au Congo, c'est ça? Ils vendent pas ça au Congo. La production raffinée pour le compte de la nébuleuse, c'est-à-dire les AOGC et les autres, ça va au Togo, chez M. Eyadema, qui vient souvent à Oyo faire le point avec son mafieux en chef de qu'est-ce qu'on a vendu, puisque Oyo semble être ce gateway, donc ce paradis où chacun rentre, on sait qui entre, qui sort, avec argent, avec quoi, avec jet privé, personne ne sait. Donc, ce pétrole va au Togo, et du Togo, ça prend des tentacules, et une partie revient même au Gabon. Donc, vous êtes en train de dire... Ce pétrole au Gabon, aujourd'hui, est vendu à moitié prix par rapport au prix du Congo. Donc, vous êtes en train de dire, Alphonse Maboussou, que ce pétrole qui est raffiné gratuitement à la raffinerie de Pointe-Noire, donc au Congo-Brazzaville, est exporté au Togo, et c'est le Togo qui vend ce pétrole pour venir rendre compte à Oyo, chez Sassou Nguesso. Voilà, tout à fait, vous avez compris. Et le Togo devient pays producteur de pétrole, alors que ce pétrole provient du Congo. Ils n'ont pas de puits de pétrole là-bas. Ça fait mal. Hein? La façon dont ces gens-là gèrent le Congo, ça fait très, très, très mal. Mais il faut arrêter ça. On ne peut pas gérer une république comme ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des goulots d'étranglement partout. Même le FMI, bon, on l'a dit tout à l'heure, ils vont signer avec eux parce qu'ils ont besoin d'argent. Mais sinon, à partir du moment où ils voient que la dette ne fait que se creuser, ils veulent trouver une société qui va racheter la dette. Comme ça, ils seront comme blancs et puis aller sur de nouvelles bases avec les institutions de Bretton Woods. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc, parce qu'on va encore hypothéquer le pétrole.
de toutes les explications que vous avez données, ce que j'ai compris, c'est que l'Nguesso, c'est le cas de le dire, à la tête Denis Sassou Nguesso lui-même, le chef mafieux, en fait main basse sur les richesses du Congo. C'est ça. Vous avez tout compris, voilà. C'est de ça qu'il s'agit, effectivement. Et les mêmes Et peuvent comment passer à la faire? télé pour venir expliquer aux Congolais qu'il n'y a pas d'argent. Aux C'est horrible. Congolais de leur demander des comptes. Vous avez vu, depuis que M. Sassou Nguesso est président de la République, voici bientôt 40 ans, est-il déjà passé une seule fois à la télé expliquer comment il gère les ressources du Congo? A-t-il eu une interview avec un journaliste ou je ne sais pas, pour expliquer comptablement sa gestion? Il n'a de compte à rendre à personne. Il fait ce qu'il veut du Congo. Voilà pourquoi les autres se sont permis de l'affubler du patronyme d'empereur. Parce qu'il fait ce qu'il veut. Il donne l'argent à qui il veut. Côte d'Ivoire, 100 milliards, Niger, 50 milliards et tout. Oui, tout à l'heure, vous avez dit que Orion Oil n'a pas ses bureaux au Congo-Brazzaville. Nous savons qu'à la tête de cette entreprise, c'est Lucien Ebata qui est en plus le conseiller au financement extérieur de Denis Sassou Nguesso. Mais comment il fonctionne finalement? Ses bureaux sont où? À Kinshasa et dans les paradis fiscaux. Dans les îles Vierges et partout. Hein. Voilà. Il prend un jet, il arrive à Brazzaville, après il est parti. Hein. Voilà. Et c'est comme ça que ça se passe, malheureusement. Et c'est dommage. Hein. J'allais dire pauvre Congo alors. Finalement. Hélas, 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 hélas. Mais ces gens-là, il faut bien qu'ils rendent des comptes. On ne peut pas laisser le pays sombrer comme ça, alors qu'il nous appartient à nous tous. À un moment donné, il faut arrêter ce cirque. Alors nous allons terminer, Alphonse Maboussou, puisque l'heure est arrivée à la fin. Quelle conclusion tirer de tout ceci face à tous ceux qui viennent rabâcher les oreilles des Congolais pour leur dire qu'il n'y a pas d'argent pour de l'eau potable, il n'y a pas d'argent pour l'électricité, il n'y a pas d'argent pour la bourse, je répète ce qu'ils ont dit eux-mêmes, il n'y a pas d'argent pour payer les salaires, il n'y a pas d'argent pour payer les pensions, pour améliorer les conditions sanitaires, pour améliorer les conditions d'éducation au Congo-Brazzaville, il n'y a rien, en tout cas, il n'y a plus d'argent pour rien au Congo-Brazzaville. Qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, je ne suis pas idiot. Voilà, je sors du référentiel de ceux qui pensent que voilà, on s'adresse à des moutons. Moi, j'en suis pas un. Je sais que le Congo a des ressources. Il suffit que l'on mette une sorte d'orthodoxie dans la gestion des finances publiques, faire la lumière sur les effectifs, le train de vie de l'État, les effectifs du personnel dans l'armée. Vous voyez, on recrute des Rwandais, on leur donne des noms congolais pour dire, voilà, on va organiser des recrutements, alors que ils les ont déjà fait. Et l'armée se retrouve pléthorique pour sauver les meubles de ceux qui pillent le Congo. Mais à un moment donné, il faut que ces gens-là rendent compte parce que le Congo appartient aux Congolais. Les autres qui viennent intégrer le Congo comme tel, on leur demandera leurs origines, on refera le recensement réel des vrais Congolais d'abord pour faire la lumière de la gestion et des ressources humaines, de toutes les ressources dont dispose le Congo pour aller vers le développement. Sinon, on va continuer à naviguer à vue. Et puis, tout cet argent qui se trouve planqué, il faut bien qu'on aille le chercher pour rebâtir le pays. Sinon, on va tourner en rond pour rien. Et maintenant, je suis en train de comprendre toutes ces sociétés qui auront pactisé avec le pouvoir, à un moment donné, il faut qu'on s'asseye pour se dire la vérité sur un certain nombre de choses. Il faut aller vers les réformes. Les réformes de la gestion du pétrole congolais, du gaz congolais, des mines, comment on appelle, des énergies. Il faut aller vers la construction des grands barrages, comme Sunda, comme Cholet, comme les autres. Il faut avoir des infrastructures routières et autres, aéroportuaires. Il faut avoir des centrales logistiques dans les grandes villes. Il faut aller vers l'agriculture pour renverser cette tendance comment on appelle, de la balance de paiement qui est déficitaire, où on importe plus, on exporte moins, sinon que le pétrole et le bois. Il faut commencer à transformer nos matières premières localement pour donner du travail aux jeunes. Il faut avoir une culture d'ouverture pour permettre aux jeunes ou aux sociétés des Congolais, dans le cadre de la congolisation, d'accéder non seulement au crédit, comment on appelle, au marché de l'État, mais aussi faire de tous ceux qui sont
dans les plantations et tout le reste, des actionnaires, dans l'agro-silvopastoral, et la sylviculture, l'agro-silvopastoral, l'halieutique et tout le reste. Pourquoi on ne peut pas transformer notre moukalou au Congo? Pourquoi on ne peut pas transformer notre misala au Congo et le vendre à l'extérieur? On a besoin des Rwandais pour faire ça. Croyez-vous? Ils viendront planter même les piments pour les Congolais. Alors, ils ont pris l'argent de l'État dans les 133 000 milliards. Ils ont pris l'argent qu'ils ont planqué. Ils ont intégré dans Crystal Venture pour dire que oui, c'est les fonds rwandais ou du FPR. Ce n'est pas l'argent du FPR, c'est l'argent des Congolais. Il faut. Sinon, ce n'est pas la peine. Alors, vous étiez en train de dire, pour vous, ces accords, en fait, c'est un arbre qui cache la forêt. En réalité, c'est une stratégie de blanchiment de capitaux, c'est-à-dire on a pris l'argent des Congolais, pétrole, par exemple, et on est allé, voilà, planquer quelque part, et on veut revenir au Congo sous le label de Crystal Ventures. Mais regarde, ils vont signer des accords de défense avec la Russie. Le Congo est en guerre avec qui? Pourquoi signer des accords de défense avec la Russie? Est-ce que c'est congru? C'est congru tout ça? Il y a quel problème que ce monsieur-là a avec les Congolais? Pour qui dit là? Regarde, une délégation de 74 personnes d'une même région, dans un avion, allez, nous voici partis en Russie. Pour faire quoi? On déplace toute une présidence de la République, tout un gouvernement. C'est quoi? Ça, c'est quel désordre, ça? Et aujourd'hui, ils se rendent compte que, oui, on n'a pas pu faire une école de ceci, on n'a pas fait cela. Allez, c'est une extra woman qui arrive, François Joly, qui commence, ah oui, colmater les brèches. Mais c'est vous qui êtes aux affaires. Qu'est-ce qui vous a empêché d'imaginer, de faire ce qui est dans votre imaginaire pour que le Congo soit développé? Mais c'est vous. Donc, l'incompétence, c'est vous qui la caractérisez. Il ne faut pas mettre ça sur le dos des Congolais. Voilà tout. Je suis outré parce que le Congo ne peut pas se gérer comme une épicerie familiale. Malheureusement. Alors, c'est la fin de cette émission, Alphonse Maboussou. Et donc, si j'ai bien compris, Denis Sassou Nguesso, non seulement qu'il a gâché la vie de plusieurs générations des Congolais, mais il a aussi perdu du temps aux Congolais le Congo pouvait devenir un petit Qatar, comme disait d'ailleurs un politique congolais qu'on pouvait faire du Congo une petite Suisse. C'est le cas de le constater qu'il y a eu beaucoup d'argent, mais tout l'argent a été dilapidé. Alors, je vous laisse donc conclure en quelques mots et ça sera la fin de l'émission. Il y a toujours de bons espoirs. C'est bien que les catholiques soient revenus sur le droit chemin pour reconnaître que oui, les affaires des terres, le Congo est indivisible. Les articles de la Constitution congolaise sont clairs à ce sujet. Mais le doyen Clément Mirassa est allé en long et en large pour expliquer aux Congolais toutes ces choses-là et pas mal d'autres encore. Il faut garder de bons espoirs parce que nous sommes tous de passage, mais nous voulons quand même laisser léguer aux générations à venir un Congo bien, voilà, pas celui qu'on nous offre aujourd'hui. Les gens savent qu'ils trichent, mais ils jouent avec, vous voyez, les scènes qui se passent au Sénat et tout le reste entre le gouvernement et le Sénat et tout, mais c'est la même famille politique, mais sauf que quelque part ils ne s'accordent même plus. Pourquoi? Parce que c'est trop ouvert le chaos. On va continuer à mentir jusqu'à quand? Mais au peuple de prendre toutes ses responsabilités, vraiment toutes ses responsabilités pour arrêter tout ce cirque. On n'en a vraiment pas besoin. Plus besoin du tout. Parce qu'il y a des goulots d'étranglement partout. Le pays ne saurait être géré comme ça. Merci Alphonse Maboussou d'avoir été avec nous sur R7. Je rappelle que vous êtes consultant en expertise pétrolière et minière. Vous êtes également membre du Congrès pour la Renaissance du Congo. En tout cas, merci d'avoir disposé ce temps pour nous. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Comme d'habitude, cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo. Aidez-nous à partager cette interview pour atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.